On ne peut pas non plus exiger des pays pauvres et des pays émergents des efforts qu'ils ne seraient capables d'accomplir sans ruiner définitivement leur économie et leurs possibilités de développement. Les efforts demandés doivent être raisonnables et progressifs, et à tout effort doit correspondre une aide au développement accru. C'est dire que l'on ne pourra progresser dans l'intérêt de tous que si l'effort est partagé, que si les pays les plus avancés sont capables de partager leurs rentes, de faire preuve de solidarité. Il n'y aura aucun progrès si l'aide au développement reste au niveau où elle est, et si l'aide au développement n'est pas regardée comme le complément indispensable des conditionnalités environnementales et sociales sans lesquelles la mondialisation est absolument condamnée à l'échec. Je voudrais proposer une autre révolution dans la gouvernance mondiale pour que les normes qui sont inscrites dans les accords internationaux soient effectivement appliquées. À quoi servirait pour l'OIT de continuer à adopter des normes si celles-ci n'ont aucun caractère obligatoire? Une norme qui n'est pas obligatoire n'est pas une norme. C'est une recommandation, c'est un conseil, c'est un avis, c'est une feuille qui s'en va dans le vent. Ça ne compte pas, ça ne sert pas. La révolution à laquelle je nous appelle repose sur l'idée que les institutions spécialisées puissent intervenir dans les litiges internationaux, notamment les litiges commerciaux, par le biais de questions préjudicielles. Bâtissons ensemble cette nouvelle gouvernance mondiale pour que l'OIT puisse avoir son mot à dire auprès de l'OMC, du FMI, de la Banque mondiale, dès lors que seront en jeu les normes fondamentales que l'OIT est en charge de faire respecter. La communauté internationale ne peut être schizophrène. Car c'est bien de la schizophrénie pour la communauté internationale que d'ignorer à l'OMC ou dans les institutions de Bretton Woods ce qu'elle promeut à l'OIT. Et c'est le rôle de la saisine préjudicielle d'éviter que cela se produise. Ainsi, le juge du commerce ne serait plus le seul à décider. Ainsi, le droit commercial ne serait plus le seul à prévaloir. Ainsi, l'OIT serait-elle obligatoirement saisie chaque fois que dans un contentieux impliquant des États sur une question relative au respect des droits fondamentaux du travail serait posée? Le FMI serait obligatoirement saisi quand se trouverait posée une question relative au dumping monétaire? La future Organisation mondiale pour l'environnement serait obligatoirement saisie en matière de dumping environnemental? De la sorte, la logique marchande ne pourrait plus l'emporter sur toutes les autres et toutes les règles deviendraient véritablement des normes que chaque institution internationale spécialisée s'appliquerait à faire respecter pour ce qui concerne son domaine de compétence. Naturellement, on ne réglera rien si on ne règle pas d'abord la question du capitalisme financier, qui impose à l'économie son propre système et ses propres normes. Les réunions de Washington et de Londres resteront dans l'histoire comme des étapes décisives à la condition que les engagements qui ont été pris soient tenus. Et dans beaucoup de domaines, il faudra aller beaucoup plus loin pour reconstruire un système financier qui finance davantage les entrepreneurs que les spéculateurs. Il faut tout revoir. Tout revoir. La surveillance prudentielle des banques, la réglementation des hedge funds, les règles comptables, les modes de rémunération. La crise
nous rend de nouveau libres d'imaginer. C'est le moment d'aller le plus loin possible. Ce n'est pas le moment de reculer. Nous ne pouvons pas perdre de temps. Nous sommes passés, nous le monde, au bord de la catastrophe. Faut-il prendre le risque de recommencer? Alors je sais bien, ici même peut-être, que dans certains milieux, dans certaines administrations, parce que les marchés vont un peu mieux, parce que les spéculateurs se sont remis à spéculer, regardons ce qui se passe sur le pétrole, il y a la tentation de réduire la portée de ce qui a été décidé. Céder à cette tentation serait une faute historique. Je le dis à tous les chefs d'État et de gouvernement du G20, c'est pour chacun d'entre nous une responsabilité historique d'aller au bout de ce que nous avons entrepris. C'est une responsabilité historique de ne laisser aucun groupe de pression, aucune bureaucratie, aucun intérêt particulier y faire obstacle. Je veux dire au président des États-Unis que l'Amérique doit être la plus ambitieuse parce que c'est la vocation de l'Amérique, parce que c'est le rôle de l'Amérique de procéder le mouvement, parce que c'est à l'Amérique de Wilson et de Roosevelt que nous devons le multilatéralisme et l'idée même d'une régulation et d'une gouvernance mondiale. Je veux dire à tous les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne que l'Europe doit être exemplaire parce que c'est ainsi qu'elle sera la plus fidèle à ses valeurs et qu'elle aura une chance de les faire partager. Que pourrait dire au monde une Europe qui ne serait même pas capable de se doter d'une régulation et d'un régulateur européen? Je veux dire à tous ceux qui ont peur du changement que le changement est nécessaire pour rétablir la confiance et que le plus risqué pour le monde serait de ne pas changer. Je veux leur dire à tous que la France veillera à ce qu'aucun débat ne soit enterré, à ce qu'aucune question ne soit éludée. Regardez le débat sur la taxe Tobin, qui est une taxe pour freiner la spéculation. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas s'il est applicable. Mais qui pourrait comprendre qu'on n'en débatte même pas et qu'avant même d'y avoir réfléchi, on enterre ce débat? Que l'on sache en tout cas que la France ne laissera pas faire subir à la taxe carbone le sort que l'on a fait subir par le passé au débat sur la taxation de la spéculation. Parce que la taxe carbone, c'est la condition d'une concurrence loyale et d'un effort partagé pour sauver la planète. Je veux le dire, il y a urgence à poser cette question et à y répondre. Si l'on ne veut pas avoir à choisir demain entre le libre-échange et la lutte contre le réchauffement climatique. La France veut porter le débat sur la réforme de la gouvernance mondiale, elle veut porter le débat sur la réciprocité, sur la conditionnalité sociale, sur la conditionnalité environnementale. J'appelle aussi l'attention sur la nécessité qu'il y a à avancer sur la réforme, oserais-je dire, sur la refondation du système monétaire international. Comment ne pas voir que c'est toujours le travail qui paye le premier les conséquences du désordre monétaire? Comment ne pas voir que dans la déloyauté de la concurrence mondiale, ce sont les monnaies qui jouent aujourd'hui le rôle le plus important? Il faudra bien qu'à l'avenir, le G20 se saisisse aussi de cette question, comme il faudra bien qu'il prenne davantage en compte la dimension sociale de la crise et du nouvel ordre mondial qu'il entend contribuer à construire.